Notre invité ce matin, Manuel Valls. Bonjour. Bonjour, Manuel Jean-Jacques Valls. Bourdin. Vous êtes aujourd'hui député de l'Essonne. Vous n'avez pas pris la parole depuis la primaire de la gauche. Vous le faites ce matin. Ma première question est simple. La faiblesse de Benoît Hamon nécessite de prendre ses responsabilités. C'est ce que vous avez dit hier à vos soutiens. Voterez-vous pour Benoît Hamon le 23 avril? Non, et je vais l'expliquer pourquoi. Dans une élection présidentielle qui est à la fois folle, inédite, mais qui en même temps traduit ce que nous connaissons depuis des années, c'est-à-dire une forme de décomposition de la vie politique, ou pour le dire autrement, nous vivons une crise de la représentation, une crise politique, une crise morale et civique, et nous y avons tous évidemment une part de responsabilité. Et puis je pense que rien n'est joué dans cette élection présidentielle, contrairement à ce qu'on nous dit. Ni pour le premier tour, ni pour le deuxième tour, dans un climat particulier nauséabond, où nos compatriotes nous disent leur scepticisme, leur interrogation, leurs doutes. Moi, je crains, par exemple, une abstention très forte. Je rencontre aujourd'hui, parce que le regard sur moi est différent, je rencontre beaucoup de Français aussi qui me disent « mais qu'est-ce qu'il faut faire? Pour qui il faut voter? Qu'allez-vous faire vous-même » Alors, qu'allez-vous faire? Je vais vous poser la question. Vous ne voterez pas pour Benoît Hamon le 23 avril. Est-ce que vous voterez pour Emmanuel Macron? Oui, parce que je pense qu'il ne faut prendre aucun risque pour la République. Et donc, je voterai pour Emmanuel Macron, parce que... Pas de gaieté de cœur. Je voterai. Non, je prends mes responsabilités. Ce n'est pas une question de cœur, c'est une question de raison. Parce que face à l'effondrement moral de la candidature de François Fillon, ce qui pose un vrai problème d'ailleurs, parce que moi je respecte la droite française, elle existe, elle est là. La victoire d'ailleurs lui était, je mets les guillemets, promise pour cette élection présidentielle. Face à la crise de la gauche et à la marginalisation de notre candidat, du candidat désigné par la primaire Benoît Hamon, et je n'accepte pas la marginalisation de la gauche de gouvernement, de la gauche progressiste, de la gauche réformiste. C'est ce qui est en train de se passer. C'est l'échec de sa stratégie après la désignation par la primaire. Parce que je veux que la famille progressiste soit toujours forte, soit toujours représentée, pèse dans la situation que nous connaissons. Parce qu'il y a un risque, parce que c'est quand même ça qui me fait agir d'abord, parce qu'il y a d'abord un risque de victoire du Front National. Je suis convaincu, malheureusement, que le Front National est beaucoup plus haut de ce que nous disent les sondages. Je suis même d'ailleurs étonné que dans les débats entre les candidats, dans les prises de position des candidats, on ne signale pas plus ce danger du Front National. On s'habitue à un score du Front National. Ça veut dire que c'est un vote utile pour Emmanuel Macron. Est-ce un soutien? Est-ce un ralliement? Ou une simple voix? Je ne prendrai aucun risque pour la République. Je ne prendrai aucun risque pour la France. Je ne veux pas, le soir du premier tour, que nous nous retrouvions, que je me retrouve, parce que c'est aussi possible face au choix entre François Fillon et Marine Le Pen. Et parce que je veux donner le plus de force au candidat qui doit représenter le camp réformiste, le camp progressiste, parce qu'il devra gagner au deuxième tour s'il est face à Le Pen, et tout le monde promet la présence de Marine Le Pen au deuxième tour, alors que moi j'espérais que dans cette élection présidentielle, on puisse écarter Marine Le Pen du deuxième tour, et que le débat ait lieu entre républicains de gauche et de droite. Ça n'est pas possible. La dynamique aujourd'hui ne semble pas le démontrer, même si, évidemment, il faut être prudent, mais il ne faut prendre aucun risque. Donc, soutien, ralliement, non. La voix. Simplement, vous participerez à la campagne d'Emmanuel Macron? Je n'ai rien à négocier et je ne demande rien. Ce n'est pas un ralliement. C'est une prise de position responsable. Quand on a été Premier ministre... Vous ne participerez pas à la campagne d'Emmanuel Macron? Non. D'ailleurs, il ne veut pas. Mais ce n'est pas le sujet. Quand on a été Premier ministre, candidat à la primaire, quand on a une certaine idée de la France, une certaine conception de la République, de ce que nous sommes, face au danger que représente le populisme, face au danger que représente l'extrême droite, face au danger que représente le Front National, on ne peut pas hésiter. Je ne le dis pas de gaieté de cœur. Oui, parce que de gaieté de cœur. Vous avez écouté Emmanuel Macron hier? Est-ce que vous avez été surpris de le voir réunir la presse avant votre intervention de ce matin, réunir la presse pour dire « moi je ne veux recevoir aucun soutien, ni de droite ni de gauche. Je composerai mon gouvernement comme je l'entends, ma majorité comme je l'entends. » Est-ce que vous avez été surpris?
sincèrement. Je ne vais pas être surpris. Il mène la campagne comme il l'entend. Il est candidat à la présidence de la République. Je ne le suis pas. Il dit vouloir et pouvoir recevoir des soutiens, mais il ne peut pas négocier. Non, il considère que vous êtes un poids pour lui? Non, je ne le crois pas. Mais ça n'est pas le sujet. Le sujet, c'est la France et ce que nous voulons pour les années qui viennent. Jean-Jacques Bourdin, quoi qu'il arrive, le Front National, présent au deuxième tour, et en espérant qu'il ne l'emporte pas. Et je continuerai à m'engager toujours contre l'extrême droite. Mais cette extrême droite pèsera lourdement dans les années qui viennent. Pèsera sur la droite française, qui va chercher sa stratégie face au Front National, pèsera sur le pays. Gouverner la France, j'en ai l'expérience. C'est difficile. On peut gagner, mais ensuite il faut réussir. Et il faut gouverner. Aujourd'hui, le temps n'est pas celui de la négociation, de la discussion. Emmanuel Macron n'est pas encore qualifié pour le deuxième tour. Il n'est pas élu encore aujourd'hui président de la République. Je me permets de le rappeler à chacun. Donc, moi, je joue mon rôle. Et à lui en particulier. Je joue mon rôle. Je dis que je voterai pour Emmanuel Macron parce que je ne veux prendre aucun risque dès le premier tour de l'élection présidentielle. Tout le monde dit, y compris à gauche, bien sûr, le soir du premier tour, nous prendrons nos responsabilités, nous appellerons à voter pour Emmanuel Macron s'il est face à l'extrême droite, si c'est ce scénario qui s'impose. C'est celui, pour le moment, promis par les sondages, mais je dis attention. Et si François Fillon était face à Le Pen, je prendrais évidemment je prendrais mes responsabilités, tout en sachant que pour beaucoup d'électeurs de gauche, et tout simplement pour beaucoup de Français, vu ce qui se passe, ça serait extrêmement... Vous voteriez difficile. François Fillon? Je l'ai déjà dit. Jean-Jacques Bourdin, Premier ministre, quand dans 3 régions, il a fallu prendre ses responsabilités et appeler à voter pour Xavier Bertrand, pour le président Richer de la grande région Est, ou pour Christian Estrosi, je n'ai pas hésité un seul instant face à l'extrême droite. Et d'ailleurs, les électeurs de gauche ont parfaitement entendu le message qui fut le mien, qui fut le nôtre à l'époque, parce que le Parti socialiste a pris aussi ses responsabilités. Donc face à l'extrême droite, je prends toujours mes responsabilités. Mais parce que je veux éviter ce scénario, parce que je pense que la candidature de François Fillon est la plus mauvaise possible, notamment sur le plan moral, face à l'extrême droite, parce qu'il y aurait un risque majeur. Je vais y revenir. Je veux que, au fond, cette élection présidentielle, qui est d'abord une élection de premier tour, je veux dire clairement les choses dès le premier tour. Je pense que c'est clair, ça n'est pas un ralliement, c'est le choix de la raison. Bon, et puis par ailleurs, évidemment, avec Emmanuel Macron, fort heureusement, il y a beaucoup de points communs. Mais ça n'est pas le sujet. Et on verra ensuite pourquoi. Alors... Parce que nous sommes dans un moment de recomposition. Et bien sûr, après, il faudra une majorité. Alors je vais vous une parler majorité de cela, présidentielle mais cohérente. Emmanuel Macron vient de réagir, il est sur Europe 1. Je le remercie, a-t-il déclaré. Ça traduit que les primaires n'étaient pas en situation de rassembler la gauche. Les sociaux-démocrates sont donc prêts à se mettre dans ma démarche. Je serai le garant du renouvellement des visages. Voilà ce qu'il vient de déclarer. La primaire n'était pas en situation de rassembler la gauche? À l'évidence. Vous savez, moi j'étais opposé à l'organisation de la primaire pour un candidat, pour le président de la République sortant. Vous souhaitiez une candidature du président de la République. Je l'avais dit il y a un peu plus d'un an. Il a fait un autre choix. Emmanuel Macron l'a trahi? Tous ces mots, parce qu'ils vont être prononcés dans la journée, ont été dits. Oui, mais fort heureusement, dans la situation qui est la mienne aujourd'hui. Je n'ai pas parlé depuis le résultat de la primaire, depuis ma défaite à la primaire. Et je ne parlerai pas d'ici le premier tour de l'élection présidentielle. Il y a des candidats, il y a des formations politiques. Mais j'allais me taire, j'allais ne rien dire, alors que chacun connaît mon désaccord profond avec la stratégie qui est celle de Benoît Hamon depuis la primaire, pas seulement sur ses propositions, sur la sortie du nucléaire, sur l'effacement de la dette, sur sa vision du travail, sur le fait que dans un accord avec les Verts, on parle de la sortie de l'état d'urgence alors que c'est le terrorisme ou la menace terroriste qui doivent dicter la sortie de l'état d'urgence. Mais au-delà de cela, c'est sa stratégie. C'est une stratégie qui mène à la marginalisation. On négocie pendant des semaines avec des Verts. On court derrière Jean-Luc Mélenchon. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On est dépassé dans les enquêtes d'opinion et dans la dynamique qu'on sent autour de nous par Jean-Luc Mélenchon. Et les électeurs
qui veulent la victoire du camp progressiste se tournent évidemment vers Emmanuel Macron. Benoît Hamon, il vous accable, il vous accuse de lui planter des couteaux dans le dos, il parle de mise à mort. Vous seriez un cacique qui veut rester au pouvoir. Mais moi je ne demande rien. J'ai gouverné, des ministres de l'Intérieur, Premier ministre. J'aurais beau jeu, Jean-Jacques Bourdin, d'abaisser le débat et de dire c'est quand même assez drôle de recevoir des leçons de trahison de la part de ceux qui ont voulu faire voter des motions de censure contre leur propre gouvernement ou qui n'ont pas voté des textes de loi essentiels dans le cadre de ce quinquennat. Mais nous avons eu ce débat au moment de la primaire. Ces mots, ils sont faits pour blesser. Ce n'est pas de ma responsabilité si aujourd'hui Benoît Hamon est à 10% dans les sondages. Ce qui vous intéresse, c'est de pourrir la campagne de Benoît Hamon. J'ai même entendu cela dans la bouche de Cécile Duflot. Elle-même. Mais tout cela n'a aucun sens et tout cela est ridicule. Qui a fait le choix ? Qui a fait le choix de ne pas occuper une position centrale après la primaire, de ne pas rassembler toute la gauche progressiste? Qui, dans le dernier débat, ça m'a frappé, ça n'a peut-être pas été assez souligné, s'en est pris d'abord, par exemple, sur les questions d'argent à Emmanuel Macron, plutôt qu'à... Vous n'avez aucun doute concernant Emmanuel Macron sur ces questions-là? Plutôt que je ne crois pas. Mais c'est pas à moi de le dire. Non, mais plutôt qu'à Marine Le Pen ou à François Fillon. Qui parle de marchepied du Front National en parlant d'Emmanuel Macron? Qui dit que c'est l'hologramme de François Fillon sur le projet économique, alors que nous savons que demain, si Emmanuel Macron est élu président de la République, il faudra constituer une majorité. Mais enfin, écoutez, il faut un peu de cohérence. Mais vous avez signé la charte de la primaire. C'est vrai. Manuel Valls, c'est vrai, impliquant de soutenir le vainqueur. C'est vrai, Jean-Jacques Bourdin, et c'est pour ça que j'ai évidemment réfléchi avant d'accepter votre invitation, avant de venir ici, parce qu'il y avait cet engagement. Mais l'intérêt supérieur du pays, l'intérêt supérieur de la France va au-delà des règles, d'un parti, d'une primaire et d'une commission. Quand on a la conviction qui est la mienne, quand on croit aux valeurs de ce pays, quand on est un patriote, un républicain, un homme de gauche, et je vous parle comme homme de gauche, comme progressiste, comme socialiste, comme social-démocrate, on prend ses responsabilités. On dit pour qui on vote. Je ne le dirai pas, je n'ai pas donné mon parrainage à Benoît Hamon. Je me tairai. Et je dirais le lendemain du premier tour pour qui j'ai voté, pour rappeler à ce moment-là, dans l'indignation, tout le monde a voté contre l'extrême droite. Non, je prends mes responsabilités, comme d'autres personnalités l'ont fait. D'autres l'ont fait. Je pense à Bertrand Delanoë, à Jean-Yves Le Drian. Ils ne sont pas socialistes. Ils n'ont pas occupé les responsabilités importantes. Ils ont tous envie du pouvoir. Enfin, donc Emmanuel Macron, c'est le candidat du gouvernement, si je puis dire. Non. C'est le candidat de François Hollande, de la continuité. Non. C'est ce que disent ses adversaires. C'est ce que disent ses adversaires. Il est celui qui doit permettre d'éviter le Front National, le choix entre le Front National et François Fillon. Et c'est ainsi. C'est la vie politique. On ne va pas le regretter. J'aurais peut-être aimé me retrouver dans cette situation. Je n'ai pas pu. Il faut tout simplement le reconnaître. Il peut permettre une recomposition de la vie politique. Et au-delà des visages neufs, on a toujours besoin de visages neufs. C'est la raison pour laquelle, avec François Hollande, nous avions appelé aussi, parmi d'autres, Emmanuel Macron au gouvernement en 2014, au nom aussi de ces visages neufs et de parcours différents que les parcours traditionnels dans la vie politique, qui sont des parcours honorables, bien évidemment. Mais il y a la possibilité d'une recomposition. Mais vous avez été très sévère avec Emmanuel Macron lorsqu'il a quitté le gouvernement. Bien sûr. Extrêmement sévère. Bien sûr. Il a eu tort. Il a eu tort. C'est fait. Oui, non, mais d'accord. Mais je ne suis pas un commentateur ni de la vie politique, ni de l'histoire. Que lui avez-vous dit à l'époque, au moment où il est parti? Je suis en train de lire une biographie comparée ou les points communs entre De Gaulle et Napoléon, celle de Génifet. Bon, voilà, ça, c'est l'histoire, c'est le passé, ce sont les grands hommes. Moi, je ne veux pas me transformer en commentateur de ce qui s'est passé. Mais bien sûr... mais vous lui avez dit, quand il a quitté François Hollande, que lui avez-vous dit ce jour-là? Je lui ai dit qu'il se trompait, qu'il ne fallait pas quitter le gouvernement. Et aujourd'hui, il s'est trompé ou pas? Il a fait un choix qui, pour lui, est gagnant. Et gagnant, de son point de vue, incontestablement. Pas du vôtre. Mais ça n'était pas ma conception. Mais je lui ai dit. Et d'ailleurs, avec Emmanuel Macron, nous sommes toujours parlé très directement et très Vous êtes co-auteur du quinquennat avec Emmanuel Macron. De ces 5 années, vous avez dirigé le gouvernement, lui y a participé. Rejeté par 80% des Français, ce quinquennat. Manuel Valls. On verra, laissons le temps aussi porter jugement et sur notre action contre le terrorisme et sur les résultats économiques.
insuffisant, notamment en matière d'emploi. Gardons, voilà, un peu de distance. Mais j'étais acteur du quinquennat. J'étais ministre de l'Intérieur pendant 2 ans, Premier ministre pendant 2 ans et demi. Oui. Et j'en suis fier parce que Emmanuel Macron veut tourner la page de ces 5 dernières années. C'est ce qu'il a encore dit. La page hier. La page de ce quinquennat, comme d'une certaine vie politique, oui, elle est en train de se tourner, bien évidemment. Au fond, après cette élection présidentielle, rien ne sera plus comme avant. Beaucoup pensent que l'élection présidentielle est un moment à passer, un bon ou un mauvais moment à passer, et qu'ensuite on se retrouvera comme avant. Non. Ça, en effet, c'est fini. C'est aussi pourquoi je prends mes responsabilités. Au fond, d'une certaine manière, nous avons eu, peut-être nous, socialistes, de la chance, où les choses ont été ainsi. Peut-être parce qu'il y a eu le rejet de Nicolas Sarkozy. Nous avons gagné toutes les élections locales. Nous avons gagné l'élection présidentielle de 2012. Mais la crise politique... Grâce au rejet de Nicolas Sarkozy. C'est souvent le cas. Avant de gagner sur le programme. La crise politique. Ou les propositions. La crise politique. Oui. Toutes les formations politiques, mais aussi tous les corps intermédiaires. Elle est bien là, cette crise politique. Le fait de ne pas avoir, je l'avais dit dans une longue interview dans le Nouvel Observateur en 2014, j'étais déjà Premier ministre, le fait que nous n'ayons pas tranché toute une série de grandes questions. Je parle de la gauche, je parle des progressistes et des socialistes. Sur l'identité, sur l'économie, sur le rôle de l'État, sur la fiscalité, sur le niveau de décentralisation. Le fait de ne pas l'avoir fait avant 2012 a fait éclater toutes les contradictions. Elles nous ont empêchés de gouverner dans la cohérence pendant 5 ans, puisque une partie des députés socialistes n'ont pas voté les textes essentiels du quinquennat. Elles ont d'une certaine manière empêché François Hollande d'être candidat. Elles m'ont empêché de l'emporter dans cette primaire qui s'est retrouvée réduite à ceux notamment qui portaient un jugement très sévère à l'égard non seulement du quinquennat, mais qui ne voulait, au fond, pas gagner, qui voulait un projet comme ça, mais qui ne voulait pas gagner. Donc, pour l'avenir, il faut en effet de la cohérence. Et de cette majorité. Et moi, je veux que dans cette majorité présidentielle demain, mais vous participerez à une majorité présidentielle éventuelle derrière Emmanuel Macron s'il est élu président de la République. Il faut être qualifié au 2e tour, il faut l'emporter au 2e tour. Il faut respecter les étapes. Mais imaginons dans cette hypothèse, vous participerez à la majorité présidentielle. Dans cette hypothèse, les réformistes, les progressistes, les sociodémocrates doivent y prendre leur place. Pourquoi? Pas pour eux-mêmes, pas pour des raisons de pouvoir. Soyons pas mesquins. Nous avons déjà été dans l'opposition, ça n'est pas le problème. Mais parce qu'il faut prendre nos responsabilités. Dans le monde d'aujourd'hui, j'ai déjà eu l'occasion de le dire ici, devant vous, celui de Trump, d'Erdogan, de Poutine, avec la crise que connaît l'Europe, n'a pas changé, la montée des populismes. Aujourd'hui, Theresa May envoie sa lettre annonçant tout le processus de sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne, dans un monde où l'économie ne va pas forcément bien, avec la montée des fondamentalismes, du radicalisme. Il faudra tenir le pays. Et le pays, c'est quoi le pays? C'est bien sûr un président de la République, c'est un gouvernement, c'est un parlement, donc une majorité. Ce sont aussi des corps intermédiaires, des partenaires sociaux qui viennent là de conclure un accord sur l'assurance chômage, des associations. Ce sont les Français. Les Français sont exigeants. Ils peuvent passer d'un amour immodéré à un rejet absolu. Donc il faudra tenir le pays. Et la responsabilité des réformistes, c'est de participer à une majorité cohérente. Est-ce que vous imaginez être exclu du Parti socialiste parce que vous soutenez Emmanuel Macron? Non. Moi, je serai exclu par ceux qui n'ont respecté aucune règle pendant 5 ans. Non, mais c'est vrai, Jean-Jacques Bourdin. Le Parti socialiste ne sera plus comme il a été jusque maintenant, après cette élection présidentielle. Le parti va exploser? C'est pas une question d'exploser. Enfin, il faudra une clarification, un dépassement, mais je l'ai toujours. Aujourd'hui, la gauche réformiste est elle-même en miettes entre des écologistes là, les radicaux de gauche ici, le Parti socialiste où on voit déchirer entre au fond 2 candidatures. Oui, donc évidemment, il faudra ce dépassement, mais il y a des étapes à franchir, mais ça ne sera plus comme avant. Et au fond, cette clarification, elle arrive. Et ceux qui peuvent se retrouver dans une majorité, compris avec une personnalité comme François Bayrou. François Bayrou. Avec qui vous déjeunez régulièrement.
Non, pas régulièrement. Mais non, mais nous récemment. Non, oui, mais nous nous sommes Oui. vus. Et c'est Le normal. 15 Mais moi, je pense pas mars. que la vie politique, ce soit la guerre Oui, civile. oui. Et on peut se parler notamment tiens. avec celui qui avait soutenu François Hollande Oui. et que le Parti socialiste à l'époque puisqu'on parle avait Jean-Jacques Bourdin, Oui. avait rejeté. Donc oui, une majorité cohérente, bien sûr derrière les grands axes qui seront ceux du président de la République. Si Emmanuel Macron Alors, est François élu, Hollande. bien sûr, il faudra prendre Vous nos avez vu François responsabilités. Hollande vendredi dernier? Je l'ai vu, oui, Oui, absolument. vous avez parlé de la présidentielle, évidemment. Bien sûr. Est-ce qu'il va s'engager entre les deux tours? Et vous savez, l'avantage, c'est que je ne suis plus Premier ministre. Oui, vous parlez librement. Et donc, on se parle librement. Ici aussi. Et c'est à lui. Non, mais c'est fou. Oui, non, mais Honnêtement, d'accord. non, Mais mais est-ce c'est à qu'il lui va de s'engager? décider. Je vous demande pas pour qui. Est-ce qu'il s'engagera entre les deux tours? Ah, je n'en sais rien. Vous ne savez, Et vous oui, nous avez alors, rien dit. Non, il peut prendre ses Rien du responsabilités. tout. Mais je vois mal François Hollande dans un scénario où le Front National est présent et peut l'emporter. Parce que Alors, ce qui est extraordinaire dans nos démocraties, Oui. de la part des acteurs politiques, mais aussi des commentateurs, c'est que on oublie le leçon du passé, de ce qui s'est passé dans d'autres pays. Oui, Marine Le Pen, avec l'abstention, dans une dynamique, ce qu'on ressent monter, les peurs, le ras-le-bol, le rejet des responsables publics, les affaires qui la touchent, mais qui, au fond, pour les Français, ne provoquent pas le rejet nécessaire, qui serait nécessaire à son égard, elle peut l'emporter. Mais- Et c'est pour ça aussi que je prends position. Emmanuel Mais vous vous rendez Valls. compte, si elle fait 30% au premier Vous tour, croyez qu'elle fera mais 30%? c'était le score des régionales. Si elle fait un score de Et ce même peut-être niveau-là, plus. et si elle fait un score de ce niveau, vous pensez que la victoire de l'extrême droite n'est pas possible au deuxième tour? Mais pas du tout, Face à François Fillon? mais face à François Fillon, Il est décrédibilisé, François Fillon, à vos yeux, ou pas? il a pris en otage sa famille politique. Et il ne lui a pas rendu service à elle, et il n'a pas rendu service à la France. Parce que la France a le droit d'avoir une droite qui existe, qui est là, qui a gouverné, qui aspire à gouverner. Vous seriez qui gère resté beaucoup de candidat villes. si vous aviez été mis en examen? Non, on peut Non. pas. Mais attendez, c'était par ailleurs l'engagement de François Fillon. Mais il a pris en otage cette campagne. Elle a un caractère. Je veux dire, chacun le dit. Je l'observe moi. Difficile d'imposer des débats de fond. On parle peu de l'Europe. On oublie presque la menace terroriste, sauf quand elle se rappelle à nous, à Orly ou à Londres. Les grands sujets qui intéressent les Français, comment on fait pour faire baisser le chômage, dans quel monde et quelle place pour la France, dans quel monde vivons-nous et quelle est la place de la France, sur toutes ces questions-là qui sont essentielles pour l'avenir du pays, qui paraît un grand Est-ce que pays le qui a des cabinet atouts. noir existe? Non, Non, alors non. Est-ce que le cabinet noir existe? mais non. Mais non. Non. Vous parlez de celui qui serait celui installé. évoqué par François Fillon ces derniers jours, Mais qui serait installé à l'Élysée, chacun s'accorde pour constater que c'est ou à Matignon, ou je ne encore sais moins pas où. que c'est une stratégie. Enfin, tous c'est- les présidents de la République et les premiers ministres ont cherché à savoir. Non, Non. c'est une stratégie de démolition. François Fillon pense qu'en démolissant ses concurrents, en démolissant les institutions, en s'attaquant à la justice, il va s'en sortir. Il va s'en sortir. Il pense ça. Mais il peut Et c'est s'en ça. sortir. Mais absolument, c'est toujours possible. Mais il abaisse le débat politique. Et je le regrette parce que moi j'ai toujours eu plutôt de l'estime pour François Fillon. Et j'imagine aussi quelles sont ses affres et ses souffrances. Mais quand on est candidat à la présidence de la République, quand on a déjà des responsabilités importantes, il a été Premier ministre pendant 5 ans, on place l'intérêt de la France au-dessus de tout. Alors, est-ce que le fameux déjeuner Jean-Pierre Jouyet-François Fillon a eu lieu? Ah, je n'en sais rien. Vous n'en savez rien. J'en sais rien. Vous ne Et- savez rien de tout cela, de tout Non, ce qui s'est... Non, autour du président de la République, personne ne cherche à savoir ce qui se passe dans l'opposition, ou personne. Mais Ça attendez, parce n'existe que pas. votre question me Mais non, je me vous dis ça surprend. parce que... Cette rencontre entre... Oui. Là, vous m'obligez à changer de niveau et à Non, venir mais je vous commenter je vous une dis- actualité d'il y a quelques Oui. années. Cette rencontre Oui. a eu lieu. Je crois qu'elle a été démontrée, prouvée. Ça s'est même terminé À la devant... demande de François Fillon. Ça s'est même terminé devant devant un procès, dans un procès intenté, je crois, par François Fillon contre le secrétaire général de Oui. l'Élysée. Mais qu'est-ce que ça a à voir aujourd'hui avec l'élection présidentielle? Est-ce que François Fillon a été élu sur un programme dur, mais c'était son programme.
de remise en cause de la sécurité sociale, de la retraite qu'il voulait et qu'il veut porter à 65 ans, de la suppression de 500 000 fonctionnaires, d'une vision et d'une relation avec la Russie qui me pose problème. Mais au moins, c'était l'occasion d'un débat. Et sur une vision de probité. Tout cela est aujourd'hui par terre. Et il voudrait, et il veut salir la vie politique française. Ça n'est pas possible. Il y a des règles. Il faut respecter la justice, elle travaille de manière indépendante. Il y a des institutions, ça n'est pas le moment de les abaisser. Quand on a eu la chance, l'honneur, comme moi, d'être Premier ministre, de gouverner le pays, dans un moment particulièrement difficile, c'est vrai parce qu'il y avait la menace terroriste, parce qu'il y avait des actes terroristes, c'est vrai parce que la situation économique était difficile, mais parce que la situation politique l'était aussi. Eh bien, avec le recul nécessaire, on a une seule boussole, la France. Et moi, je demande à chacun aujourd'hui d'être à ce niveau de responsabilité. Bon, vous n'avez pas regardé le match France-Espagne hier soir? Non, je n'ai pas regardé. Non, dommage, je vous aurais parlé de Benzema, qui n'a pas joué. Bon. Je vois que vous me ramenez à mes passions. Ben oui, à vos passions, ou de l'arbitrage vidéo qui fait débat. Vous êtes favorable ou pas à l'arbitrage vidéo dans la vie politique, parfois c'est nécessaire, oui. Merci Manuel Valls, 8h55, RMC BFM TV.